soirée, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Les mois avaient gagné l'ensemble de novembre 2018 suite à l'annonce de l'enlèvement massif d'une soixantaine d'élèves de la PSS Kwena Bamenda. La nouvelle de ce plus gros kidnapping depuis le déclenchement de la phase armée de la crise anglophone laissera plus d'une personne sans voix face à la batterie d'interrogations qui a entouré cet enlèvement. 2 jours seulement de captivité, après 2 jours de captivité, le porte-parole de l'armée camerounaise annonce la bonne nouvelle ce matin que tous les parents, amis, connaissances des 81 otages attendaient. Ils sont libres. Nord-Ouest, happy end pour les 81 otages. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. De la PSS Kwena. Pour en parler, je suis avec Maître Simon Serge Kakak. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alemoutou, bonsoir à tous les co-panélistes et surtout bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Bien entendu, oui. C'est bien cela, bienvenue. Sur ce plateau également, un autre avocat, Maître Roland Diou. Bonsoir. Bonsoir M. Serge Alemoutou, bonsoir à vos téléspectateurs et bonsoir à tous les co-panélistes. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun, comme je l'ai dit. Tout bienvenue. Merci. Sur le plateau. Sur ce plateau aussi, André Luther Beka. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes... oui, allez-y. Je voulais dire bonsoir aussi du RDPC qui ont fêté avec l'IS FAST hier la prestation de serment. C'est avec joie que je les ai retrouvés, c'est avec joie que je participe à cette émission. Ok. Vous êtes également sociologue. C'est exact. Ok. Sur ce plateau, pour la première fois, Franklin Soné Bayen. Good evening, sir. Pleasure to be. Oui. Voilà, vous êtes journaliste. Bien sûr. C'est bien cela. Je commence avec vous. Déjà, comment vous avez accueilli cette nouvelle, le 581 élèves et encadreurs confondus? Total, le plus gros kidnapping, on l'a appelé ainsi. Oui, c'est kidnapping. Oui. On est déjà, je peux dire, habitué à ces incidents. Seulement que cette fois-ci, selon certaines indications, c'est peut-être pas les combattants qui les ont kidnappés. On parlera de ce débat après, oui. Bon, sur qui a enlevé. Ah oui. Comment vous avez accueilli déjà la nouvelle? Ça choque. Quand on parle des enfants kidnappés, les enfants enlevés, ça choque tout le monde, oui. Surtout les parents que nous sommes. Oui. Et étant aussi de ce coin-là, bon, je ne suis pas du Nord-Ouest, mais étant anglophone, oui. Ça donne l'impression que la crise dégénère et que les mesures suffisantes ne sont pas mises en place pour arrêter l'escalade de la situation. Ok, je rappelle, Franklin, vous pouvez vous exprimer en anglais, la langue de Shakespeare, il n'y a pas de problème. Je vais m'exprimer quelquefois en anglais. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Vous faites comme... Maître Kakao, dites-moi, vous, le 5 novembre, c'était un signal fort, on en a discuté sur ce plateau, un jour avant la prestation de serment. Ils ont voulu, ces personnes-là, ont voulu frapper, envoyer un signal fort. Je pense que c'est vraiment de ça qu'il est question. Moi, ce qui m'a surpris lorsque j'ai eu cette information, c'est que l'opération s'est effectuée en plein cœur de la ville de Bamenda, en coin, pour ceux qui connaissent la ville de Bamenda. Au même titre que Commercial Avenue, au même titre que Ntarikon, et même les quartiers comme Mancon. C'est des quartiers quand même assez populaire de la ville de Bamenda. Donc, mais avec le couvre-feu, est-ce que ça ne joue pas sur cet aspect que vous voulez mettre en avant? Justement, je veux simplement faire rêver qu'avec le couvre-feu, effectivement, on a l'impression... Chez soi, non? On a l'impression sécurisé. Oui. Mais quand déjà on arrive à avoir ce coup,
en plein cœur le problème. Et c'est justement pour ça que j'en suis arrivé à m'interroger sur la sécurité des populations de Bamenda. Parce que, en fait, si ça se fait à Bamenda, ça veut dire que dans les localités périphériques, c'est la situation plus grave. En fait, c'est ça ma première réaction. L'autre réaction maintenant, c'est que j'ai commencé à me poser des questions. Oui. Sur les auteurs de cet acte. C'est vrai que quelques temps après, j'ai eu dire que le gouvernement a déclaré que c'est les sécessionnistes qui ont fait le coup. Mais du coup, je me suis posé la question que vraiment si ça se fait en plein cœur de la ville de Bamenda, je ne suis pas sûr que les sécessionnistes peuvent aller jusqu'à kidnapper, je crois, une 80aine de personnes. Oui. C'est quand même assez énorme pour qu'on croie à cette version des faits. C'est pour ça que nous autres, nous sommes restés un peu perplexes, nous nous sommes interrogés et bon, heureusement qu'aujourd'hui, nous apprenons l'information qui est un peu plus rassurante, oui. Celle de la libération de ces otages. Mais moi, je continue à m'interroger sur les auteurs de cet acte. Maître Roland Dio, vous aussi, vous vous interrogez sur... Moi, je ne m'interroge pas seulement sur les auteurs de cet acte. Je m'interroge aussi sur un certain nombre d'informations qui ne me semblent pas avoir filtré jusqu'ici. Parce que, voyez-vous, 81 personnes, c'est beaucoup. Et on ne peut pas déplacer 81 personnes comme ça sans nous dire après quand on les libère ou est-ce qu'on les a libérés. On ne peut pas imaginer qu'ils ont été... Le porte-parole Lamé dit qu'on les a retrouvés à Bafout. Oui, je veux dire que si on les a déplacés de Nkwen pour Bafout et qu'on les retrouve libérés à Bafout, ça veut dire qu'il y avait une logistique à ce niveau-là qui a pu contenir 81 personnes sans que personne ne s'en rende compte. Dans une situation, dans un contexte, comme mon confrère René l'indiquait tout à l'heure, il y a un couvre-feu, c'est-à-dire que les déplacements sont quand même filtrés. On a parlé de 4 heures du matin. Voilà. Ça me fait penser à cet autre rapt, je dois dire ça comme ça, qui a eu lieu sur l'axe Bafoussam-Bamenda il y a quelques... On a justement dit, on a creusé. Il y a quelques mois. On a plus de 2 heures. Ça m'avait beaucoup surpris à l'époque qu'autant de temps puisse s'être écoulé sans qu'on ait justement des forces de l'ordre qui sont supposées être en alerte. Et que justement du matériel assez lourd ait pu servir notamment à creuser une comme celui-là, sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Donc, je ne suis pas songeur seulement par rapport à cet enlèvement, je suis songeur par rapport à tout le contexte qui est autour. Et une fois cela dit, on peut se réjouir du fait que cela se termine bien. Je veux dire que peu importe que ce soit une arrestation ou un enlèvement suspect, le plus important c'est que les parents qui ont vu leurs enfants enlevés soient rassurés par le fait qu'ils soient libérés aujourd'hui. Donc c'est un happy end qui nous rend nous aussi heureux, malgré les questions qu'on peut se poser. André Luther Meka, qui avait intérêt à enlever ces personnes à la veille de... m'a quitté d'un devoir, celui et d'apprécier à sa juste valeur le travail de l'État pour la sécurité des personnes. D'abord de remercier le commandant en chef de l'armée, le président Paul Biya, de remercier également son Excellence Betty Assomon et de remercier le général René Claude Meka pour ce travail professionnel. Je me serais attendu que vous ayez posé le contexte qui a été dit par le colonel Badjek, des écoutes téléphoniques au niveau de la Presbyterian Church et qu'ils ont réalisé et on a pu, n'est-ce pas, les neutraliser. Et je voudrais également dire ici que... Neutraliser les... Non, je dis, on a pu, n'est-ce pas, localiser et retrouver, n'est-ce pas, les enfants. J'aimerais dire ici que je comprends effectivement la logique perfide aux panélistes qui voudraient entraîner les Camerounais, et comme cela a été fait depuis fort longtemps, sur la fusion des auteurs des actes. Je vais vous faire un peu un résumé. Lorsque les sécessionnistes ont commencé à brûler les maisons, on a dit que c'est l'État. Lorsque on a commencé, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, des tiraillements, des guerres de tous les côtés, on a affiché, on a dit que c'est l'État. Lorsque le pasteur est mort,
on a affiché, on a dit que l'État... Cette logique de confusion a de faire croire aux yeux du monde que nous sommes dans un État qui massacre sa population et d'appeler la communauté internationale au Cameroun de rassurer les Camerounais qu'il s'agit d'une politique bien orchestrée par d'abord les sécessionnistes, en plus leurs complices qui sont des partis politiques, pour pouvoir, n'est-ce pas, je l'ai dit, je voudrais dire ici que l'État n'a pas intérêt d'enlever ses enfants qui ne doivent pas à l'école, qui ne doivent pas aller à l'école, et de remettre également ces enfants à la société. Je crois que cette confusion que vous devez entretenir, non seulement les partis d'opposition et certains hommes de médias qui relaient cela, fait partie d'un mauvais procès en sorcellerie. Je voudrais donc vous dire que moi, je n'ai pas été surpris de constater qu'il y a eu un enlèvement le 5 novembre, parce que l'objectif premier, il ne faut pas l'oublier, c'est effectivement de bloquer un certain nombre d'activités de l'État, notamment les Camerounais à se lever, parce qu'effectivement, mais malheureusement, le peuple n'a pas suivi, parce que le peuple connaît son agenda, et le président Paul Biya a permis que les Camerounais puissent fêter en osmose, en synergie avec lui, parce et le président, vous avez vu le visage avenant et la fière allure du président qui fêtait les Camerounais, parce que les Camerounais sont mûrs, ils ont déjà compris cette manipulation. Et aujourd'hui, je viens encore vous dire sur ce plateau qu'il y a manipulation. Les sécessionnistes sont en action, ils voudraient, n'est-ce pas, décrédibiliser l'État, ils voudraient démontrer que l'État est un monstre froid qui tue ses enfants, et pourtant l'État est à la défensive. Donc pour vous, il ne faut aucun doute, ce sont les sécessionnistes qui ont enlevé ces personnes. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. C'est un secret de polichinelle que depuis que ces exactions ont commencé, n'est-ce pas, les belligérants sont en action et ils voudraient effectivement mettre sur pied une politique de confusion pour, n'est-ce pas, attirer l'attention, n'est-ce pas, de la communauté internationale, l'État vis-à-vis même de ses populations. Okay. Voilà, je vais passer la parole. Franck André Luther, c'est ça qui... Vous comprenez pourquoi le président hier, dans son discours inaugural, n'est pas fait mention, un seul instant, de cet enlèvement? Je pense que le président est revenu sur les grandes lignes. Il n'a pas... Mais ça fait 81 personnes, parmi lesquelles plus de 60 élèves, quand même. Oui. Le président a parlé de ça et il y a ce qu'on appelle en français le manifeste latent. Lorsqu'il a parlé de la crise du nord-ouest, du sud-ouest en demandant, n'est-ce pas, aux belligérants de déposer les armes, oui. C'est une allusion à... Ce n'est pas tous les crimes qu'il y a eu tout au long, n'est-ce pas, de ces massacres. Donc en parlant de cela, il a globalisé tous ces problèmes-là lorsqu'il tend la main aux les armes. C'est en fait un président pondéré qui accepte qu'ils peuvent déposer les armes, ils peuvent être réintégrés dans la société. Ok. Vous vous permettez, maître, d'abord Franklin? J'ai l'impression qu'il prend trop de responsabilités par rapport au gouvernement et le RDPC. Il peut bien être du parti engagé, mais il n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe dans l'appareil de... Donc, faire l'apologie des actions gouvernementales, je pense qu'il assume trop que de... Just to add again that, faire un constat n'est pas un appel. Quand on constate que c'est l'État ou c'est quelqu'un dans l'appareil de l'État qui a kidnappé pour faire... Ce n'est pas un appel à la communauté internationale. Un appel, c'est autre chose. Celui qui veut réagir, va réagir. Mais le constat, et ça, c'est là... On veut justement savoir la vidéo qui est sortie. Qu'est-ce qui fait croire que c'est... The video. Oui. Oui. On social media, which I'm sure is not faked, because... Oui. Who would believe are those children? They said they were from that school. Oui. The person interviewing them, who is supposed to be their captor, doesn't speak pidgin that we know. Okay. Doesn't speak English that we know. We can tell that his accent is francophone.
An Amba fighter, an Ambazonia combatant will not be a Francophone, will not even be someone who is managing to speak English. When he speaks Pidgin, because maybe some of them are not very educated, when he speaks English or Pidgin, you can tell when it's a Francophone who is struggling to speak English or Pidgin. And an Ambazonia fighter will not ask children who abducted you. You can tell from everything that transpired on that it is stage managed to give an impression. Alain, if I have I abducted you, I will not ask you who abducted you. So that the children are saying in the video, if it's an Amba boy standing in front of you, he will not ask you who abducted you, and you will not tell him who abducted you, you will tell him that you abducted me. Okay. The whole drama was so badly staged that it looks very ridiculous. If it is someone given money at a high level to go and do it, he did not, like we know the way contracts are done, on a fesa orabe. And has exposed the stupidity of the action. It was not done by the Amba boys. I am not an apologist from the Amba boy watched, and I will not act like him. I'm not an insider, but I am. When it is fake or real, that is a very poorly done job by it, and they should reimburse the money to the government. Maître Kakak, Franklin dit que c'est l'accent qui trahit. Oui, en fait, moi, avant de revenir sur ce point précis, j'aimerais quand même faire observer que, personnellement, chaque fois, les acteurs politiques du RDPC cherchent toujours à cristalliser les connexions entre les sécessionnistes et les acteurs politiques de l'opposition. Je dois le dire ici de manière formelle. Quand là de la présidentielle, il y avait 8 candidats de l'opposition. Et vous connaissez, vous avez eu le privilège de lire les projets de société de tous ces acteurs politiques de l'opposition. Personne n'est sécessionniste. Tous les gens qui ont eu à participer à cette compétition, permettez-moi cette expression, beaucoup, j'étais des fédéralistes. Personne n'a fait l'apologie de la sécession. Personne ne soutient les sécessionnistes. Donc il faut que les gens le sachent. Donc je tiens d'abord à faire observer que nous, les acteurs politiques de l'opposition, nous n'avons jamais été pour la sécession du Cameroun. Première chose. Deuxième chose maintenant que je voulais faire observer à Martin Luther Meka. André Luther, permettez-moi l'expression. C'est que, en fait, nous avons suivi avec beaucoup d'attention hier le discours inaugural de son champion. Tous les Camerounais dignes de ce nom, et j'allais dire beaucoup d'acteurs suggérés, tout le monde attendait un discours d'apaisement concernant la crise anglophone. Malheureusement, c'est que le candidat déclaré élu était attaché à sa logique. C'est-à-dire, il est dans l'oppressive, il est dans une option, j'allais dire militaire, il ne faut pas peser les mots. Donc le vrai problème est le suivant. Lorsque vous choisissez cette voie, est-ce que vous pouvez imaginer les conséquences qui peuvent advenir? Donc, c'est pour dire que lorsque l'État choisit la voie de l'option militaire, lorsque l'État choisit la voie de la guerre, il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver et les choses peuvent aller dans tous les sens. Donc aujourd'hui, tout le monde comprend quand même que lorsque nous faisons le décryptage de la situation que nous laisse songer, on en vient à se demander qui effectivement a commis cet acte. Et il y a ce qu'on appelle chez nous en droit les indices. Je passe sous le contrôle de mon jeune confrère. Il y a lorsqu'il y a un acte de cette faisceau d'indices, on commence à analyser les indices. Les indices peuvent devenir par la preuve. Mais vraiment de Dieu, comme l'a si bien relevé Franklin, si nous, les indices que nous avons, on a quand même cette vidéo, on a quand même l'impression que c'est des gens qui parlent exclusivement anglais. Ça veut dire qu'il y avait des francophones dans la bande.
C'est-à-dire, il y avait dans les francophones parmi les gens qui ont commis l'acte. Et cela peut amener l'opinion publique à tirer des conclusions, dans le sens que ce n'est pas forcément les sécessionnistes qui ont posé l'acte. Donc, de mon point de vue, je pense que on va beau épiloguer sur la nature ou alors, comment dirais-je, l'identité des auteurs. Mais pour moi, le problème essentiel demeure. Maintenant, on a libéré les enfants. C'est très bien. Tous les parents ont applaudi. Tous les Camerounais en sont arrivés à applaudir. Mais quelle sera la suite? On peut libérer ces enfants aujourd'hui. Demain, on va kidnapper dans un cycle. Aujourd'hui, donc, moi, je pense que le moment est venu pour que essaie de saisir les taureaux par les cornes. Et nous pensons de notre point de vue que la solution n'est pas militaire. Vous avez vu dernièrement, ça c'est pas là que je vais sortir, le président Macron lui a envoyé une lettre confidentielle de félicitations. Bon, on peut l'accepter. Mais lettre, le président Macron lui dit clairement que la France est prédisposée à l'accompagner. Elle ne peut trouver que des solutions politiques. Donc nous autres, nous invitons le chef de l'État, nouvellement réélu, pour qu'ils comprennent que cette affaire ne peut pas être réglée de façon militaire ou de façon répressive. Parce que même hier, il a dit, il les a appelés les entrepreneurs de guerre. Et que ces entrepreneurs de guerre se rassurent qu'ils vont trouver la rigueur de la loi, la détermination de l'armée camerounaise. Nous pensons que ce n'est pas la meilleure option. L'option pour trouver une solution politique. Donc, ce que nous autres nous attendons, ce que les Camerounais attendent, et j'allais dire, trouver des solutions définitives à ce problème. Ouais, je crois que ça commence par là. Maintenant, Qui a véritablement, qui a intérêt à enlever? Qui a 21 personnes. Dans quel but? Avant peut-être de répondre à votre question, peut-être vous allez me permettre de faire une petite réaction à la suite de mon confrère aîné. Pour dire que la stratégie des communicants du ADPC qui consiste toutes les fois, un acte comme celui-là qui peut interpeller la conscience nationale, d'associer tout ce qui est maléfique aux partis politiques de l'opposition. Dans ce pays, en 1966, des lois qui condamnaient ce qu'on avait appelé la subversion. Ajouter à chacun un nom de subversif, simplement parce qu'il n'était pas du même point de vue que vous. Et ça, Cameroun. D'ailleurs, dans le cas de la crise anglophone, on avait très bien vu que nos confrères qui sont des personnes, etc., qui sont des personnes tout à fait respectables et modérées, qui n'avaient jamais appelé à quoi que ce soit, ont été rassemblés dans un seul et même panier, qualifiés de terroristes. Plusieurs mois durant dans les prisons, même pas de leur lieu d'arrestation, qu'ils étaient devenus des terroristes. Donc, c'est la meilleure façon de tuer son chien que de l'accuser de rage. Ils y ont intérêt, à peindre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux comme soit des terroristes, soit des comploteurs. Et ils appellent là une autre infraction, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Selon eux, désormais, toutes les fois on n'est pas d'accord avec eux ou toutes les fois on exprime un point de vue différent du leur, on est désormais passible de l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, je crois que ce n'est pas très surprenant, mais il faudra que de plus en plus on leur rappelle que la loi ne doit pas être à géométrie variable. Qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de proférer un certain nombre d'accusations infondées contre les gens. Maintenant, qui a intérêt un tel acte? Moi, je ne peux me contenter que des faits. Faire modestement une petite analyse. Alors, si je m'en tiens à cette vidéo qui donne des raisons de penser qu'en fait, d'enlèvement par les Ambazoniens,
il n'en serait rien. Alors, on peut légitimement se poser la question, alors si ce ne sont pas les ambassadeurs, je tirerai les marrons du feu. Pour quel intérêt maintenant? Peut-être pour faire pression sur le gouvernement, parce que quand on dit que la guerre coûte de l'argent, il me semble que ça ne coûte pas de l'argent seulement parce que on utilise les armes sur le terrain. Certaines personnes doivent gérer. Peut-être qu'ils ont intérêt à ce que justement la situation ne s'arrange jamais. Et donc, chaque fois qu'on voit qu'il y a une accalmie possible, il faut rallumer un peu la prestation de serment du président élu par l'ECAM et le Conseil constitutionnel. Il y avait eu des signes qui pouvaient aller vers le dialogue et que peut-être on voulait rapidement qu'il change d'avis sur la question et qu'il décide d'avoir un ton plus ferme comme on l'a vu dans son discours. Je dis ça, mais je dis ça avec des peut-être seulement. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de faire un certain nombre d'analyses au regard des faits qui sont présentés. Et surtout, à supposer même que c'était des Ambazoniens. Encore une fois, je ne comprends pas comment ceux qui ont la charge dit qu'une faille, ce n'est pas pour que celui qui a indiqué la faille soit cassé comme un miroir qui vous montre que vous n'avez pas une belle tête. C'est justement pour que vous essayez de corriger le tir. Si on a pu entrer en Kwen, 81 personnes. Enlevé 81 personnes. Merci de me faire la correction, parce que prendre en otage, je dis qu'on les a retenus sur place. Mais enlever 81 personnes. Et que tout ce qu'on trouve à nous dire en face, c'est que bon, vous êtes toujours comme ça, vous voulez toujours soutenir vos responsabilités d'un État chargé de garantir notre sécurité. Est-ce qu'il n'était pas de sont là, ou ces gouvernants-là, de se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre dispositif sécuritaire? Ces gens-là ont réussi à entrer dans une zone hyper sécurisée. Ça veut dire que avec le gouverneur du Nord-Ouest enlevé, je ne connais pas très bien la ville de Bamenda, mais de ce qui nous en a été dit, pas une zone isolé. C'est-à-dire que si on peut lever 81 personnes en Kwen, ça veut dire qu'on peut enlever le préfet de la Mézam, etc., etc., etc. Et au lieu donc de nous faire la leçon, il aurait fallu plutôt attirer à nouveau, les forces de défense et de sécurité, pardon, afin qu'elles soient peut-être plus vigilantes, pour qu'il n'y ait plus, montre qu'en fait eux-mêmes ne sont pas inquiets. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça. Et donc, encore une fois, on est en droit de se poser la question de savoir à qui profite. Je voulais juste apporter une petite précision pour compléter ce que mon jeune confrère vient de faire observer. On a parlé de l'accent. Si voir l'heure, vous avez dit tout à l'heure, dites à 4 h du matin, dans une ville sous couvre-feu. Ça veut dire que à 7 h de la nuit, s'il y a couvre-feu effectivement, cela veut dire que la ville de Bamenda est hyper sécurisée. Couvre-feu. Et connaissant la configuration géographique de la ville de pratiquement construite dans une cuvette, que les sécessionnistes soient entrés et aient réussi à enlever, j'allais dire, 81 personnes. Mon ami, il faut être très fort. C'est pour ça que nous autres, nous pensons que cela ne peut pas être imputable aux sécessionnistes. Nous pensons que c'est du côté de l'armée régulière qu'il faut aller chercher, j'allais dire, l'identité des auteurs. Bon, maintenant, je pense que comme l'a si bien relevé mon estimé confrère,
Si nous sommes d'accord, si nous acceptons que c'est les Ambazoniens qui ont posé l'acte, cela veut dire que ça veut dire que même les autorités en place à Bamenda sont pour sortir définitivement. Secessionists by the Ambazonia fighters. Today we would have had decrees sacking some administrative officials if they were not resigning themselves. This is a serious act. I think they know who did it. Even they know it wasn't done by those boys, because if it was done by those boys, it means that the security network is weak. Oui, est-ce que André Luther Meka, on ne doit pas, comme il dit, hein, des têtes devraient normalement tomber, mais un peu de, comme c'est écrit là, le happy end. C'est ça qui est intéressant. Bon, j'ai écouté les arguments des éminents juristes. J'appelle éminence parce que j'ai des journalistes aussi. Je voulais aussi vous poser une deuxième question, André Luther Meka. Dans la sortie du porte-parole de l'armée camerounaise, il dit que les terroristes ont été pas dans le communiqué. Quel est le sort qui a été réservé à J'étais de disant que j'ai suivi les arguments des éminents juristes. Je dis éminence parce que je leur prête la présomption de science. Il semble que vous n'avez pas compétence. Non. Bon, si vous le dites. Mais ce que je... Le véritable problème, moi je ne suis pas venu faire de la politique ici aujourd'hui, je suis venu dire la vérité au Cameroun. Et la vérité au Camerounais, c'est effectivement de dire qu'il y a une philosophie de confusion. Et je vais continuer dans cette philosophie de confusion en prenant leur propre exemple. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que ce sont les Ambazoniens. Ça veut dire qu'ils connaissent les Ambazoniens. Mais moi je vais vous dire que il est difficile de connaître les Ambazoniens parce qu'effectivement, ce sont des gens dont on ne maîtrise pas l'identité. Certains ont dit des mots assez sophistiqués de guerre asymétrique, c'est-à-dire que même l'Ambazonien peut être parmi nous sans qu'on le connaisse. La différence, je vais faire un parallélisme avec Boko Haram et la crise sociopolitique au nord-ouest, au sud-ouest. C'est qu'effectivement, au grand nord du Cameroun, la population s'est mêlée à la lutte. Ce qui faisait qu'il était difficile, n'est-ce pas, à ce corps de belligérants d'infiltrer la population. Ils étaient rapidement démasqués. Ce n'est pas le même schéma au nord-ouest, au sud-ouest, parce qu'effectivement, il contribue à ce qu'effectivement, qu'il y ait des infiltrés qui puissent être dans la ville et qui facilement peuvent être aidés à déporter, n'est-ce pas, les gens qui sont enlevés. Et c'est ça la difficulté. Elle est basée sur une logique qui est une doctrine. Nous qui faisons dans les études de la dérive, c'est le lavage de cerveau qui démontre effectivement à toutes ces populations que tout ce combat qui est fait est grâce, n'est-ce pas, pour leurs enfants. Et parce qu'effectivement, ils sont en train de défendre leur histoire, ils sont en train de défendre la politique. Moi, je parle de crise, n'est-ce pas, pétrolifère, parce que ces richesses, effectivement, veulent être autonomisées dans leur nord-ouest, beaucoup plus du nord-ouest que du sud-ouest, est engagé dans cette... You haven't done a study. You cannot make that kind of sweeping statement to say the northwest until you can produce results of a study. C'est la stratégie. I am not Ambazonian, but I have complete sympathies. I have complete sympathies for the cause of those who want change in favor of the plight of Anglophones. I can stand for it anytime, anywhere. I am not. If I was in the bush, I would not be here. I'm committed to the struggle for the rights of Anglophones. I am from the southwest region, my brother. Okay. Vous continuez donc. Donc, il devient donc très évident que, avec une facilité écœurante, qu'on puisse effectivement enlever ces enfants avec la complicité des populations. Et comme vous pouvez
La communication de qui est en base. Vous avez regardé cette vidéo de Luther? Oui, j'ai tout regardé. Mais c'est pour moi, tous ces arguments qu'il donne, j'ai envie de rigoler. Parce que effectivement, même ce sont des professionnels, contrairement à ce qu'ils pensent. Puisque je vous ai dit, lorsque j'ai enlevé, sont des professionnels. C'est des professionnels? Oui, puisque tu disais que ce ne sont pas des professionnels. Non, la méthode a changé. Aujourd'hui, on veut faire croire que c'est les francophones. Et effectivement, ça peut être un francophone, puisque nous savons, nous sommes informés, que ce n'est même pas les enfants, les fils du terroir. On y recule des mercenaires partout en Afrique, on le sait. Donc, il est digne d'un film de polar, où on peut effectivement faire parler et prendre un francophone et lui permettre de faire cela pour qu'on pense effectivement que c'est l'État, puisque eux, ils ont ciblé la personne qu'ils disent que c'est lui qui a fait ça. Et ils ne veulent pas seulement parler, ils l'ont ciblé parce que, et je vais vous le dire, et c'est avec aise que je vais dire ça aux Camerounais, parce qu'ils veulent faire sauter ce ministre. Ils pensent que c'est pareil, mal monté, avec des arguments bidons, qu'on peut faire sauter un patriote comme ce ministre-là. Moi, je le dis aux Camerounais, c'est mal monté tout ça. Ce sont des belligérants qui ont décidé effectivement d'enlever ces enfants en pensant qu'on va bloquer la prestation de serment, en pensant que la mobilisation qui est recherchée des Camerounais pour bloquer l'État, pour bloquer la société va avoir lieu, parce qu'effectivement, quand on prend les enfants, on prend les parents, et cela allait prendre, n'est-ce pas, un mouvement institutionnel. Malheureusement, le rendez-vous a de cibler, n'est-ce pas, quelqu'un dans l'État, on est en train de cibler un ministre, ce qui est purement faux. Donc, chers amis, chers frères, c'est un travail de professionnel. Lorsque quelqu'un parle du pidgin, il parle même un peu du français. Moi, je dis c'est un professionnel. C'est un avec un accent francophone. Oui, bon, c'est vous qui êtes, vous êtes, je sais pas, vous avez francophone, l'accent anglophone. Au moins, vous constatez quand je parle français que je suis anglophone. L'accent. Lorsque lui parle français, vous sentez que c'est pas un francophone? Parce que quand moi je parle français, je peux pas aussi être américain. Non, là je constate que vous êtes en train de jouer. Et comment vous pouvez constater que l'autre n'est pas en train de jouer? C'est des arguments bidons. Ok. Au-delà de la caricature qui vient d'être faite, qui prouve bien que ce que M. Franklin disait a du sens et peut être fondé, parce que vous avez bien fait vous-même de choisir un certain accent qui a tout de suite fait la différence 5 secondes plus tôt. Donc, on peut identifier. Il reste la question de savoir effectivement si, comme vous le dites, effectivement, c'est de ça qu'il est question. Alors, ça veut dire que leur plan n'était voué qu'à la réussite. Ça veut dire que justement, aucune manière d'empêcher que ça ne se fasse. Ça veut dire que, comme nous l'avons dit précédemment, les autres copanélistes avec moi, en situation d'insécurité totale. Si des gens peuvent avoir pour plan de faire sauter un ministre en créant un rapt de grande envergure en plein cœur d'une zone hyper sécurisée de Bamenda et réussir, alors dites-vous bien que personne n'est plus en sécurité dans cette région-là et peut-être au-delà. Donc, en essayant toutes les fois de vouloir jeter l'opprobre sur les autres, sans regarder de votre propre côté ce qui a lieu de corriger, vous ne faites qu'amplifier les suspicions qui pèsent sur une telle opération. Et vous n'allez pas me convaincre, vous n'allez vraiment pas me convaincre que le fait que 81 personnes soient enlevées en plein Bamenda, impunément, c'est parce qu'il y a des complicités dans la ville de Bamenda. Et je crois que c'est même assez grave de le dire. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour la première fois de vous imputer un propos. C'est grave de le dire parce que vous jetez désormais à la vindicte populaire la population de Bamenda. Vous êtes en train de faire croire aux Camerounais qu'ils ne vivent pas une situation déjà assez grave depuis 2 ans, qu'ils seraient désormais complices de l'enlèvement sous leurs propres yeux de 81 de leurs membres et membres de leur communauté pour une destination inconnue, juste parce que vous dites on veut faire sauter un ministre à Yaoundé. Donc je crois qu'il faut qu'on reste sérieux. Just one word, just to add, who is interested in having a minister sacked?
not the population, not the woman going to sell her cocoyams in the market, not the fighter. The fighter, the Ambazonia fighter has no interest. They believe they don't belong to Cameroon anymore. So it doesn't interest them to know. This whole operation was meant to discredit the Minister of Defense of the administration. It is they in the government who are surely fighting each other. Even because it's an insider, it is they in the government who would have staged this action to discredit someone else. The fighter will be preoccupied with who is minister in Yaoundé. They say ils sont en train de demander qu'il y ait des sanctions. J'ai bien compris. Non, non, non. Quand j'ai sanctions, mon jeune frère insiste sur l'insécurité. Non, j'ai expliqué, moi, il faut dont les conséquences doivent être tirées. Quand j'ai parlé de sanctions, j'ai dit, si en vérité, c'était les combattants sécessionnistes, et si le président, parce qu'il a été briefé, les combattants, ça veut dire qu'il y a l'insécurité à Bamenda, ça veut dire qu'il y a des incompétents à Bamenda, et là, on allait renvoyer soit commandement, soit les chefs militaires, soit les chefs de sécurité. C'est ce que j'ai dit. Ok, juste Maître Kaka. Oui. Juste pour dire que ça s'est d'ailleurs vu au Cameroun. J'ai un frère de Boko Haram. Et à cette époque-là, justement, la dite attaque, l'attaque qui lui avait coûté la vie, avait laissé sur le carreau un certain nombre de responsables militaires dans l'extrême nord. Il y avait même une réorganisation du dispositif militaire et sécuritaire dans la région de Fotokol, de Kousséri et de Fotokol, à la suite de cette attaque-là, justement parce qu'on avait tiré les conséquences. Mauvaise organisation de l'armée qui avait fait perdre à notre pays de valeureux hommes. Donc, il faut bien que M. Meka sache que on est en train de faire des analyses. Et d'ailleurs, je crois qu'il le sait très bien, c'est de bonne guerre qu'il essaye de nous prêter des affirmations. Nous analysons la situation en nous disant que et les précautions d'usage sont prises par chacun d'entre nous ici sur le plateau. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire cela de manière purement affirmative. On dit tous que si jamais... Prenez des précautions maintenant, c'est bien. Je l'ai fait tout à l'heure, M. Meka. Si jamais, effectivement, il s'agit d'une attaque en complicité avec les populations, ça n'empêche pas que nous voyons là une défaillance des forces de défense et de sécurité. Il est 4 heures, on ne peut pas bouger dans une ville sous couvre-feu à 4 heures du matin sans que personne ne s'en rende. Maître Kakak, 48 heures. Ils ont été dit, l'assaut a été proscrit pour ne pas faire courir des risques aux otages. Bon, enfin, ils ont été libérés comme ça. Monsieur Jalin, il n'y a pas eu d'assaut, on va le dire. Monsieur Jalin, avant de qu'est-ce qui a pu ces 88 personnes soient libérées? Monsieur Jalin, avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir un peu sur la posture de mon voisin. Monsieur Meka, lorsque je le suis, j'ai le sentiment et même la conviction que André Luther n'a pas encore eu à vivre dans une ville sous couvre-feu. Moi, j'ai eu ce petit privilège il y a quelques années. Il est un Camerounais privilégié. Vous comprenez? J'ai déjà vécu dans une ville sous couvre-feu. Et vous savez que lorsqu'on dit le couvre-feu commence à 6 heures pour finir à 18 heures pour finir à 6 heures du matin, cela veut dire que de 18 heures à 6 heures du matin, c'est les militaires de force de défense et de sécurité qui prennent possession de la ville. Et qui ont le droit de circuler. On ne veut plus voir les populations dehors, on ne veut plus voir quelqu'un qui ne soit pas de l'armée. C'est quoi ça veut dire en d'autres termes? Tout à fait. Et maintenant, lorsqu'on nous revenons sur les faits tels que relatés, on nous parle de 4 heures du matin, que l'enlèvement des otages s'est produit à 4 heures du matin. Cela veut dire que on vous
nous dit, c'est le communiqué qui le dit, c'est pas moi qui le dis, que les otages ont été retrouvés à Bafouto. Pour ceux qui connaissent le nord-ouest, ils savent que Bamenda est peut-être à une trentaine de kilomètres de Bafouto. Cela veut dire, en d'autres termes, là c'est un raisonnement mathématique, cela veut dire que les otages, les ravisseurs ont enlevé les otages, ils sont sortis de la ville. Ils ont fait 30 km. Ils ont fait 30 km. Sous couvre-feu. Cela laisse songeur. Nous disons que lorsque nous analysons de manière professionnelle... Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont fait ce trajet le même jour? Même si ce n'est pas le même jour, toujours est-il qu'ils sont sortis, ils ont eu des mouvements dans la ville. Ça veut dire, venir enlever des enfants en Kwen. Kwen, ce n'est pas à côté de Bamenda. C'est un quartier de Bamenda. C'est un quartier qui est en plein cœur. Oui. Le quartier au cœur de la ville, c'est là-bas qu'il y a la grande gare routière. Bamenda, on appelle Nkwen. C'est au cœur de la ville. Sortir de la ville sur près de 4-5 km et maintenant prendre la route de Bafouto. Cela veut dire que logiquement, si c'était les adversaires, ça veut dire que les ambazoniens, je pense que... Je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la question que vous me posez. Bon. Il n'y a pas eu d'assaut. Non, là, ça dépend de l'organisation. Là, vous savez, je peux quand même reconnaître, ce n'est pas parce que peut-être nous sommes de l'autre côté qu'on ne va pas reconnaître les performances et le professionnalisme de notre armée. Là, maintenant, ça rentre dans les méthodes internes de l'armée. Parce que... Ils disent que c'était pour éviter les otages. Justement, si les gars avaient plus l'option d'attaquer, oui, les gars pouvaient se servir des enfants. Donc je pense que là, ça rentre dans la stratégie militaire. Et sur ce point, je n'ai pas l'expertise nécessaire. Les choses se sont passées comme ils expliquent là. Cela veut tout simplement... Qu'est-ce qui, à peine 2 jours... La pression est venue d'où? Mais je crois que lorsque les Camerounais, des jeunes Camerounais sont enlevés, c'est l'État qui est en branle. L'État était en branle, ils travaillaient, même s'il n'y a pas eu assez de tapage. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut féliciter dans ce genre d'opération, le résultat est arrivé sans tapage. Et je crois que dans le communiqué, ils ont expliqué qu'ils ont localisé avec les écoutes téléphoniques. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu d'assaut pour ne pas permettre à ce qu'il y ait des pertes en vie humaine. Donc ça veut dire qu'ils étaient tracés. Ils étaient tracés, on a pu les tracer. Qu'est-ce que en même temps, le communique pas quel sort est réservé, puisqu'ils sont... C'est où ils se trouvent. Oui, mais vous n'allez pas... je crois que Maître Kaka... Est-ce qu'ils ont été neutralisés? Maître Kaka dit quelque chose. Maître Kaka dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes à faire des communiqués pour dire que bon, ils sont à tel niveau, nous allons les localiser, ainsi de suite. Il y a des méthodes. Est-ce que vous saviez d'abord qu'ils étaient localisés par écoute téléphonique? Non, je crois que c'est un travail de professionnel qui est en train d'être fait. Et moi, je m'attendais à ce que le plateau félicite ce travail de professionnel, parce que lorsque vous entendez le communiqué qui a été fait avec cette localisation... Non, la thématique est claire, hein? Happy End pour les 80. Oui, bien sûr, bon, c'est la thématique qui le dit, mais ici, on tend, n'est-ce pas, à chercher les coupables. Il faut, parce que vous savez, le peuple camerounais est bien... les présumés coupables. Hein? Bon, mais... présumé coupable. Il faut qu'on soit rigoureux sur la sémantique. Oui, oui, ben, vous êtes rigoureux quand il s'agit de sémantique, mais quand il faut cibler des gens, vous n'êtes plus rigoureux. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce qui est important, déjà, c'est de féliciter ce travail de professionnel. Parce que quand j'ai lu ce communiqué, je me suis dit, ah, il y a eu un travail de professionnel qui a été fait. Déjà, il fallait les localiser, analyser les écoutes téléphoniques et pouvoir, n'est-ce pas, récupérer les enfants sans qu'il y ait des pertes en vie humaine. Je crois que cela est à féliciter. Et puis, je crois que l'enlèvement a eu lieu le 5 novembre, n'est-ce pas, et
Le recouvrement on les a retrouvés tôt ce matin. Voilà, ça fait à peine 2 jours, je crois. Oui, donc c'est chapeau. Je crois que c'est un travail de professionnel de l'armée qui a été fait. C'est pour ça que j'ai commencé cette émission à féliciter d'abord le chef suprême des armées et le ministre de la Défense et le ministre de l'administration territoriale et, n'est-ce pas, le général René Claude Meka qui ont fait un travail de professionnel. Franklin, est-ce que les enfants ne peuvent pas être exploités comme l'expression consacrée? Exploités dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils donnent des informations sur le lieu et tout ça. Bien sûr. moi, je me dis... Les personnes auront le même langage? Non, pas du tout. Personne ne voudra... D'abord, il faut que je concède ça. Le fait qu'ils ont identifié des parents, pour certains là où ils travaillent, peut-être on les a imposé le silence pour protéger les parents. Oui. Pour protéger les parents. Mais moi, je me dis, je rentre encore dans l'affaire ce travail. Oui. Parce que si on a... Oui, si on a localisé... localise, je décide d'abandonner. Est-ce que je sais même comment localiser? Ok. Pas la paix. Bonsoir à vous. Bon, Cédric, bonsoir. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 escales qui vont meubler cette édition du 20h que vous allez présenter pour nous. Nous reviendrons sur les circonstances encore floues de la libération de ces enfants, jeunes élèves qui ont été enlevés il y a 2 jours dans un collège confessionnel presbytérien à Bamenda et qui ont été libérés très tôt ce matin avec la de la défense, mais aussi le ton ferme des États-Unis au regard de la les États-Unis qui appellent les différentes parties engagées dans ce conflit à également ouvrir un dialogue sans conditions préalables. Nous en parlerons ce soir. Nous continuerons de décrypter le discours d'investiture de Paul Biya, notamment les orientations économiques des experts qui ont du mal, au regard de l'absence des statistiques, mais aussi des projections claires, de voir l'horizon. Et juste après cette prestation de serment de Paul Biya, ils sont déjà nombreux, des jeunes doctorants titulaires d'un PhD qui ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Enseignement supérieur pour rappeler au chef de l'État une promesse faite depuis février 2018, celle de leur recrutement au sein de la fonction. Qu'ici, ce dossier piétine, c'est l'enquête du 20h à suivre dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour... Maintenant qu'ils ont retrouvé leur famille. Ah, une chose que les enfants... Est-ce que tous vont, ce sera le mertin ou bien il y aura quand même des enfants qui vont parler? D'abord, pendant les interrogatoires des enfants, pas les soi-disant ou les envahisseurs, ou l'envahisseur. Les ravisseurs. Les ravisseurs. Oui. Excuse me. Oui. Les enfants ont dit, ils ne savent pas où ils sont. Oui. Ils ne savent pas où ils sont. Donc, ça sera difficile. Peut-être qu'après la libération, on les a déposés quelque part avant de les libérer. Which means that they might have been blindfolded, naturally blindfolded, and then dumped somewhere to be freed. Except that where they were kept is where they were held in captive. Then you cannot begin to trace from there. If we have experts in forensics who can go and look for fingerprints and other
maybe hair, other samples that you can detect DNA and stuff. I don't know whether our military and security officials go to such lengths in order to determine who is in charge. But I think that if they know who did it, as we guess, because we are only guessing, so we guess that it's an inside job, not a job done by the Ambazonia fighters, they won't even bother because they would know it's their job. Now, if it's not a job, I come to the point again. After you have located where they are, would a kidnapper or an abductor volunteer to set them free? He doesn't know he's been located. So there are lots of questions we have to answer. Il n'y a pas eu de rançon. There was no ransom. Oui. There was no operation. There was no operation. There was no operation to free the children. There was no operation to free the children. The pretext, as we understand from the government communique, was to limit the damage, because if there was going to be an operation to free the children, the fighters, the abductors might have used them as a human shield. So maybe clever thing to do, not go the armed way, okay? But if it is true that the people were located, the captors and their hostages were located where they were, why did the abductors abandon them if it wasn't through maybe some form of negotiation, or if it wasn't an inside job and then they knew where they were and they just went and picked them up where they were? Ok, Maître Kaka, on ne parle même pas de rançon. Hein? Non, en fait, 48 heures. Bon, en fait, ces gens-là, les choses sont allées trop vite. Évitons d'aller très vite en besogne. On ne maîtrise pas les contours de la stratégie qui a été mise en place par les forces de défense et de sécurité pour la libération de ces enfants. Mais moi, ce qui m'a quand même impressionné, ce qui m'a intéressé, lorsque j'ai vu les images, je me suis rendu compte que ce n'est pas des enfants à très bas âge, des grands garçons. J'ai vu là beaucoup de grands garçons. Les enfants de Form 5. Form 5. Dans 5e. Seconde. Form 5. Ok. Vous voyez donc que c'est les enfants de seconde. Entre 14 ans et 16 ans. Entre 14 ans, 16 ans, 17 ans même en fait. Ce qui revient à dire que je pense que ces enfants, pour le peu qu'ils soient bien exploités, ils vont certainement permettre aux enquêteurs de cerner, j'allais dire, tout le contour de ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, on s'est posé des questions ici autour de ce plateau. Je pense qu'avec l'exploitation de ces enfants, j'ai le sentiment qu'on sortira de l'auberge de ce côté-là pour comprendre les circonstances de ce qui s'est réellement passé. Et peut-être même, on en saura un peu plus sur l'identité des auteurs présumés. Vous comprenez? Bon, je pense que ça, c'est un aspect aussi qu'il fallait cristalliser. Et bon, je ne sais pas si, parce que là, nous tendons... bon, je peux aussi profiter de l'occasion pour dire un mot sur l'intervention ou alors la suggestion du département d'État américain. Oui, on va. Vous permettez que les autres disent d'abord un mot. D'accord. On y arrive. Donc, pour jeter, je voulais simplement dire que je pense que la maturité de ces enfants va certainement aider les enquêteurs pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est réellement passé. Voilà, Maître Roland Diwo, vous pensez la même chose? Évidemment. Que les enfants peuvent être un début. Tout à fait. Nous pensons que ces personnes, ces élèves... Mais est-ce que ce n'est pas un danger, puisque ces enfants ont déjà regagné leur famille à suivre le reportage? Je pense que le fait qu'ils aient regagné leur famille ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient exploités même plus tard. Je crois que peut-être la priorité, encore une fois, si on est dans le scénario effectivement d'un vrai rapt, si on est dans ce scénario-là, la priorité aurait été le soutien psychologique et le soutien psychologique. Je vais poser la question aux sociologues. Des familles et pour une sérénité. Je crois que peut-être qu'il aurait d'abord fallu que les parents soient rassurés, que les enfants eux-mêmes retrouvent le cocon familial, retrouvent une certaine sérénité, et puis après, les enquêtes peuvent toujours être menées. Encore que il y a bien eu un communiqué, et le communiqué a donné quand même un certain nombre d'indices. Il aurait pu donner un peu plus. Peut-être que, comme mon confrère René l'a dit tout à l'heure... Le porte-parole dit qu'il y a des informations supplémentaires, elles vont être mises à la disposition des médias et du... Oui, je ne m'arrête pas à ce qui est dit dans le communiqué du porte-parole. Je dis que le porte-parole aurait pu
par exemple, nous en dire un peu plus. Peut-être qu'on ne nous en a pas dit plus par pure stratégie militaire. Moi, je n'en sais trop rien. Donc, je veux bien croire que les enquêtes seront menées et qu'elles seront menées en exploitant toutes les sources d'informations que cette occasion peut nous donner pour connaître le fin mot de cette histoire. Voilà ce que je peux dire. Voilà, André Luther Mécal, sociologue maintenant, dans quel état d'esprit peuvent se trouver et les parents et les enfants? L'école continue. Est-ce qu'ils peuvent, c'est une semaine qu'on doit oublier, ils peuvent reprendre les cours normalement lundi? Non, je crois que la meilleure des choses... Même la société, le regard même de la société. Parce qu'on a vu certains qui se... Il faut cacher le visage. Oui, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui est clair, c'est que les voies sont en train de nous mener vers un enlèvement par les sécessionnistes, puisque ce qui est clair, c'est que là où les enfants ont été enlevés était à quelques kilomètres, n'est-ce pas, de la forêt. Donc, il y avait des évidences que des gens puissent capturer ces enfants. Et lorsque vous me posez la question sur... Oui, nettement, hein, lorsque on a subi un traumatisme comme celui-là, il est important qu'il y ait une assistance d'abord pour permettre, n'est-ce pas, à ce qu'ils puissent dissiper cette crainte. Parce qu'effectivement, c'est une phobie qui gagnent les uns et les autres, c'est un traumatisme. Et ce traumatisme-là peut-être, n'est-ce pas, s'implémenter dans le fait de la crainte de l'autre, n'est-ce pas, de la crainte même, n'est-ce pas, de la société. À chaque moment, on peut toujours avoir peur de l'autre, qu'il peut y avoir un deuxième coup, un deuxième enlèvement. Donc, il faut d'abord les rassurer, essayer, n'est-ce pas, de les accompagner. Donc, il faut nettement une assistance. Et je crois que pour des enfants de cet âge, c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'il faudrait aussi les protéger, parce que je crois que nettement la technique policière devrait aussi exploiter ces enfants pour un certain nombre, n'est-ce pas, de questions sur, sur la démarche, il se trouve, comment on les traitait, et ainsi de suite. Et je crois que le communiqué aussi a parlé des écoutes téléphoniques, donc je me dis que le gros même de la pièce devait être joué dans ce qui a été dit dans ces écoutes téléphoniques. Donc, moi, je suis très optimiste par rapport à l'issue de façon générale de cette crise, parce que, comme vous avez pu le constater, le président Paul Biya a donné une détermination à pouvoir, n'est-ce pas, juguler la crise. Et pour ceux qui pensent que c'est l'option militaire, ça n'a jamais été seulement l'option militaire. C'est le bâton et la carotte, comme le grand berger. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a le dialogue, et de l'autre, puisque les autres ont les armes, il faudrait effectivement que les Camerounais soient protégés. Sinon, on va laisser, n'est-ce pas, à ce que des sécessionnistes puissent envahir la ville. Donc, il faut toujours sécuriser avec les armes. Donc, je suis très optimiste par rapport à l'issue, n'est-ce pas, de cette crise. Et comme tous les Camerounais, je prône le dialogue. Mais il ne peut pas avoir dialogue, on le dit incessamment, sans que les armes ne soient déposées. Donc il faudrait que le chef d'État demande à ce qu'on dépose les armes. Et c'est une façon pour lui de dire qu'il est pour l'option de la paix. Ok. Oui. Maître Kaka, je sais que vous avez envie de parler de ce deuxième arrêt. Il y a eu, on va le dire comme ça, un dommage collatéral. Il y a le pasteur américain qui est mort. Est-ce que c'est ça qui amène les départements d'État américains à faire cette sortie, on va le dire comme ça, aujourd'hui? Oui, je pense brièvement les belligérants. Oui, je pense que c'est un langage diplomatique lorsque vous parlez de l'interpellation des belligérants. Mais en réalité, c'est une invite du département d'État américain à l'adresse du président Biya pour qu'il comprenne que l'heure du dialogue a sonné. Vous savez, on dit souvent au quartier qu'il y a quelque chose malheureusement. Oui. Vous savez ce qui s'est passé avec la victime collatérale de nationalité américaine. Oui. Bon, c'est un effet... Même là aussi, il y a un débat. Hein. Un débat sur quel plan? Sur d'où serait partie la balle, de quel camp. Oui, bon, en fait, je ne veux pas revenir. Mais parlons d'abord... oui, c'est pourquoi moi je peux même parler de dommage collatéral. Oui, c'est un dommage collatéral, qu'on ne le veuille pas. Dans tous les cas, il y a une victime américaine dans l'affaire. Oui. Ça va c'est faire ça qui pousse le département de s'intéresser davantage à ce qu'on fait. Et surtout que, en fait, d'après les informations que j'ai pu avoir par rapport à cette question,
donc ce pasteur avait il avait des liens avec un membre du Congrès américain. Son petit frère. Vous comprenez, son petit frère, tout ça. Oui. Donc cela amène les autorités américaines à s'intéresser davantage, à se sentir concernées. Et maintenant, le dialogue qu'on a toujours prôné depuis le début, on a eu l'impression que le chef de l'État parce que même quand il fait le discours, contrairement à ce qu'André Luther Meka disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il évite de prononcer le mot dialogue. On a l'impression qu'il vous dit, écoutez, déposez les armes, et si vous ne déposez pas les armes, vous allez trouver mes militaires sur le terrain. Or, ce n'est pas ce discours que les Américains attendent aujourd'hui. Donc, ce qui est constant, c'est que dans le propos des Américains, qu'est-ce qui les intéresse? C'est la convocation d'un dialogue. Et je suis convaincu que si, aujourd'hui, le président Biya venait à convoquer un dialogue national inclusif qui va permettre aux Camerounais de débattre, j'allais dire, de toutes les questions qui fâchent. Parce que il faut le préciser. Il faut qu'on essaie de débattre de toutes les questions qui fâchent, parce que il me revient que l'une des choses qui font peur au pouvoir de Yaoundé, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on parle de la forme de l'État. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où toutes les questions doivent être débattues. Il n'y a plus de sujet tabou. Donc, les Américains, je pense qu'avec leur sortie, vont certainement amener le président Biya à convoquer un dialogue. Maintenant, vous allez me dire que de quels moyens disposent les Américains pour amener le président Biya à le faire. J'allais dire, en se servant de la coopération, des outils qu'offre la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Cameroun. Vous savez bien qu'il y a une coopération assez militaire entre les États-Unis et le Cameroun. Donc, on peut se servir de cette coopération pour amener le président Biya à convoquer un dialogue. Les États-Unis peuvent également utiliser même ce qu'on appelle les voies multilatérales. Notamment, vous savez que les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité. Bon, à un moment donné... Du droit de veto. Hein? Oui, bien sûr. Les États-Unis sont titulaires du droit de veto. Donc, ils ont le pouvoir, ils ont la capacité de poser ce problème sur la table des Nations Unies, du Conseil de sécurité, pour qu'une résolution soit prise dans le sens, j'allais dire, de mieux comprendre ce qui se passe au Cameroun. Je pense que, vu sous cet angle, les États-Unis commencent à montrer des signes d'un grand pays qui veut absolument que ce problème soit résolu. Et nous autres, notre souhait, aujourd'hui, c'est par là que je vais sortir, c'est que le président Biya ne fasse plus preuve d'autisme, parce qu'on a toute l'impression qu'il fait de la sourde oreille chaque fois qu'on lui fait des propositions de cette nature. Mais aujourd'hui, je pense, avec la situation qui prévaut, et notamment avec la victime de nationalité américaine qu'on a enregistrée dans cette crise, le président Biya sera obligé de comprendre que l'heure n'est plus, j'allais dire, au simple discours va-t-en-guerre. Aujourd'hui, il est question de convoquer les Camerounais autour d'une table pour que nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons sortir définitivement de l'auberge. Franklin, vous croyez que cette sortie du département d'État américain peut pousser le président Biya, comme dit Maître Kaka, à envisager le dialogue inclusif tant demandé? En passant par la conférence générale des anglophones du cardinal Toumi. This is not the first call. Oui. This is not the first call. Mais est-ce que ça a la même résonance? Non, pas du tout. Voilà. C'est un peu différent. Le ton est en train de monter. Et je vais demander, c'est parce que le pasteur est mort? C'est ça qui pousse? No, you cannot neglect that. That should be a factor, because the pastor is the younger brother, is a member of the Indiana State Congress. Oui. Donc, il est député de l'État de l'Indiana. And when this happened, the state issued a statement expressing concerns about his death and expressing the wish that there could be some useful dialogue, meaningful dialogue in Cameroon to solve this problem. So I know that this has had an influence on the outing of the United States government. But one thing we should know is it's no longer a unipolar world. It's no longer a world run by the United States of America. In the 1990s, we could have expected this after the fall of the Soviet Union, that the US had all the powers to do whatever it wanted to do. Russia is coming back, but especially China. Especially China. You see, if you notice, in 2011, before the elections, Biya ran over to China. Before this election, he ran over to China. There is a counter force from China, especially from Russia too, but especially from China, where he seeks comfort. If China doesn't want this to happen, I'm afraid it will not happen. But at the level of the Security Council,
they all have a veto power. If the US uses its veto power or pulls its weight as a Security Council member, and China pulls its weight on the other side, it will not happen. Right. But then they all have economic interest in Cameroon. This business and money doesn't like war. Now, if the Chinese know that they can't do projects in the English-speaking part of the country because there is war, and the Americans know they can't do business because there is war, then they will find a way to come to push the Biya regime from both sides to seek a solution and go to the table and talk with the anglophones. Donc on attend, vous voulez dire qu'on attend peut-être la sortie de la Chine aussi? Puis ça veut dire que les Américains ils font rarement les sorties publiques. Peut-être ils parlent en souterrain, mais... Ils font pas de l'ingérence. Non, non, pas du tout. Et même si vous faites ce que vous voulez, tant que nos intérêts sont... Ça va. Oui. Ok, Maître Roland Diwo. Oui, moi ce que je voulais ajouter, c'est que lorsqu'il y a un conflit dans une partie du monde, nous sommes dans ce que l'Organisation des Nations Unies appelle la sécurité internationale. Et ça, c'est justement l'une des missions principales du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je voulais également souligner que parfois, et ça vient davantage de ceux qui sont du côté du RDPC, parfois on fait le reproche à certains acteurs politiques lorsqu'ils font les analyses, d'entrevoir, d'envisager ce que pourrait faire une puissance comme les États-Unis. Mais ils n'indiquent pas aussi souvent qu'ils sont les meilleurs amis d'autres puissances internationales. Et M. Franklin s'en a parlé tout à l'heure de la Chine. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on peut aller vers la Chine et ne pas parler d'ingérence ou d'invite de la communauté internationale et parler d'ingérence lorsque, par exemple, il s'agit des États-Unis ou de la France. À la question maintenant je crois, des relations internationales, justement, qui peut être la trame de fond de cet épisode-ci de la crise. Moi, je crois qu'il faut dire que l'autisme de nos dirigeants est, de mon point de vue, la principale cause qui peut faire que les puissances internationales s'invitent dans un conflit qui n'est pas à la base le leur. Parce qu'effectivement, ils ont tous des intérêts au Cameroun. Et je ne crois pas que la France soit en reste. Parce que d'ailleurs, la correspondance confidentielle que le président français, M. Emmanuel Macron, a envoyée au chef de l'État camerounais, elle aussi a bien indiqué la voie vers laquelle elle souhaitait que son allié camerounais aille, c'est-à-dire la voie d'un dialogue. Donc, si la question devait se poser au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, entre les 5 membres permanents, alors on pourrait déjà commencer à faire le décompte. On pourrait dire que voilà la France qui invite au dialogue, l'Angleterre s'est alignée sur la position américaine pour demander le dit dialogue, la Chine a une position officielle qui dit qu'elle ne s'ingère pas. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément user de son veto, elle peut s'abstenir, comme elle a souvent fait sur certaines questions internationales. De la même manière, la Russie aussi. Et en souterrain, tout cela peut avoir pour trame de fond le fait qu'on se dise, on a tous des intérêts dans ce pays d'Afrique centrale, au cœur du golfe de Guinée, c'est-à-dire une position assez stratégique. On a tous intérêt à ce qu'il y ait la paix. Et donc, même si nous soutenons, même si nous avons pour allier, par exemple, si je dois prendre le cas d'une puissance comme la France, même si nous avons pour allier le chef de l'État proclamé, il est dans l'intérêt même de nos affaires dans ce pays-là qu'il y ait la paix. Donc, du point de vue de la sécurité internationale, on peut effectivement envisager un certain nombre de choses du fait, et là je m'inspire de ce que mon confrère aîné vient de dire, Maître Kakak, les dégâts collatéraux peuvent avoir été ici quelque chose de mal qui finalement peut créer le mal pour un bien, peut créer le déclic. Je ne dirais pas le bien peut-être, mais créer une sorte de déclic, parce que ça fait quand même plus de 2 ans. Bien entendu, mais prêtez-moi autre chose, pas les mots. Il y a qu'une situation perdure au Cameroun depuis plus de 2 ans. Ouais. On aura beau dire que les problèmes se résolvent entre nous. Mais ça fait 2 ans que ce problème n'arrive pas à trouver une solution locale entre nous, entre Camerounais. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas faute d'avoir appelé au dialogue. Et je fais remarquer, je fais le rappel selon lequel aujourd'hui, on parle peut-être de la position des États-Unis d'Amérique ou des autres puissances. Mais je rappelle que le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, était au Cameroun. Il était au Cameroun, il a rencontré le chef de l'État. Et il a rencontré le chef de l'État à l'époque, c'était justement sur la question de la
crise anglophone. Et il était question de l'inviter au dialogue, exactement comme l'avait fait avant M. Gutiérrez, le secrétaire général du Commonwealth. Exactement comme l'avait fait Mme Michaëlle Jean, à l'époque secrétaire général de la francophonie, sur la même question de la crise anglophone, c'est-à-dire inviter toutes les parties, davantage celles qui tiennent les rênes du pouvoir, à un dialogue inclusif et à un dialogue profond sur des questions essentielles. Et la question de la forme de l'État est l'une de ces questions essentielles. La question de la nature du problème. Parce que quand j'ai écouté le discours du président de la République proclamé hier, il a indiqué qu'il s'agissait de revendications corporatistes. On a le sentiment qu'on insiste du côté du gouvernement pour faire la sourde oreille. On insiste du côté du gouvernement pour faire comme s'il ne s'agit, dans ce cas-là, de la crise anglophone, que d'une revendication corporatiste. Pourtant, tout le monde sait. Non, il dit que c'est parti de... Non, justement, il dit que partie d'une revendication corporatiste, les entrepreneurs de la guerre, vous voyez, il part de la revendication corporatiste pour sauter le palier politique, pour tomber à la guerre. Donc, on veut exprès et éluder le cas de la dimension politique de la crise qui sévit dans le nord-ouest du Sud. Alors que, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'autres personnes, la crise est éminemment politique. En plus, le corporatiste de cette crise, je crois, de mon point de vue, est un débat collatéral. C'est les effets collatéraux d'une situation politique qui rejaillissent sur, par exemple, la corporation des avocats de culture anglo-saxonne, qui rejaillit sur la corporation des étudiants de cette culture-là, parce qu'ils estiment que leur problème en tant que communauté n'est pas réglé dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Et donc, pour résoudre les problèmes des avocats issus de il est important de commencer par résoudre le problème de fond qui, lui, est politique, simplement parce que une fois qu'on aura résolu le problème politiquement, les conséquences positives de cette résolution-là vont rejaillir sur le bien-être des corporations, des enseignants, des avocats, des étudiants, etc., etc. Ok, merci. Un mot, le mot de la fin? Non, bon. Quelques secondes, on arrive au terme? Oui, ben, vous avez donné près de 10 minutes à... Bon, en fait, il y a une imposture. La première imposture, c'est de créer le chaos en pensant qu'on va faire une conférence nationale et de pouvoir récupérer cette... On parle de dialogue inclusif. Non, je suis en train d'expliquer au Camerounais parce que les intellectuels sont les manipulateurs d'esprit. Donc, le dialogue inclusif, en fait, c'est quoi? C'est comme si quelqu'un vient sonner chez vous et vous recevez tout le quartier. Donc, en fait, c'est de ça que sont en quoi ça dérange que les Camerounais parlent des problèmes? Non, en fait, je suis en train de vous démontrer aux Camerounais que il y a une complicité tacite dans tout cela. C'est-à-dire qu'on crée un problème pour que, en fait, on puisse mettre sur la table la conférence nationale et, n'est-ce pas, le problème des institutions. Je suis donc en train de dire que, pour ce qui est... Bon, ok, bon, ça va. Now, just to say that the British High Committee, the British government, the Cameroon Tribune said they congratulated the government of Cameroon. If you read that statement entirely, it is a call to dialogue. Number two, UN agencies are coming to Cameroon progressively, and it means that the international community represented by the UN is coming here very soon. Ok, merci. Merci. On est arrivé au terme, Maître Kakak. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro de Equinox Soir. Rendez-vous demain, 19h. Rediffusion, 23h GMT. Il sera minuit à Magnémen, Kopé Monengouma. Nous sommes dans la région du Sud-Ouest.